Si vous avez été diagnostiqué TDAH à l'âge adulte, vous avez probablement besoin de faire un deuil. Le sujet peut paraître un petit peu lourd, voire même, pourquoi pas, étrange, mais en effet, pour moi, et je ne suis pas la seule à le penser, si on est diagnostiqué à l'âge adulte, tardivement dans notre vie, avec un trouble neurodéveloppemental, eh bien, on peut avoir besoin de faire le deuil, entre autres, de la personne que nous aurions pu être si nous avions été diagnostiqués plus tôt ou si nous n'avions pas eu ce TDAH. C'est un des deuils qu'on va devoir faire. Si on est une femme, si on est une mère, il est possible également que nous devions faire le deuil de la mère que j'aurais pu être si je n'avais pas eu un TDAH. Bref, c'est un cheminement tout à fait normal qui arrive en général après la colère, et c'est important pour notre développement personnel, pour être bien dans nos baskets, pour s'accepter tel que l'on est réellement, de passer par ces étapes pour continuer d'avancer et avancer plus sereinement. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mathilde, j'ai maintenant 43 ans, j'ai été diagnostiquée TDAH il y a plusieurs mois maintenant. J'ai été en dépression de 15 à 30 ans à peu près. J'ai été suivie par différents psychiatres, psychologues et thérapeutes. Je ne prends pas de médicaments pour mon TDAH. Je m'appuie sur une philosophie de vie positive, sur une philosophie de vie optimiste et j'essaye d'avancer malgré les challenges au quotidien. Je partage mon vécu et également des astuces, des choses voilà, par lesquelles je suis passée, parce que je me dis si je suis passée par là, potentiellement d'autres personnes peuvent traverser les mêmes choses. Et avec toutes les connaissances que j'ai cumulées au fil du temps, je peux aussi apporter du soutien. Et si vous vous sentez seul et que vous regardez mes vidéos et que vous vous dites chouette, ça fait du bien de savoir que je suis pas seule, bah écoutez, tant mieux. J'en profite rapidement aussi dans ce parcours. Ce que je fais également, c'est que j'ai créé 2 livres pour l'instant. Le premier livre, c'est le guide ultime des ados TDAH. C'est un livre dans lequel on trouve de la théorie, mais aussi des exercices pour, dès l'adolescence, pouvoir apprendre à mieux gérer tous les challenges du TDAH pour être mieux dans ses baskets au quotidien. C'est le bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'étais ado et en dépression. Vous le trouvez sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Et celui-là que j'aime beaucoup aussi, que j'ai donc créé, c'est TDAH, Focus et Créativité. C'est en fait du coloriage inversé. Donc vous avez des couleurs et au lieu de colorier, eh bien on va faire des lignes. Et en fait, ça, l'idée, c'est de la méditation par le dessin. C'est vraiment, encore une fois, conçu exprès pour les personnes avec un TDAH. Faire le deuil de la personne que j'aurais pu être si je n'avais pas eu de TDAH. En fait, l'idée m'est venue en regardant une vidéo de quelqu'un qui en parlait, et du coup, je me suis posé la question et je me suis dit, mais oui. Mais oui, parce que, comme je vous le disais il y a quelques minutes, je suis tombée en dépression vers l'âge de 15 ans. Et spontanément, c'est sans avoir personne qui m'a conseillé d'aller voir un psy, j'ai été frappée au bureau de la psychologue du lycée pour lui faire part de mon mal-être et pour aller chercher de l'aide. Et la psychologue du lycée m'a dit, après quelques séances, écoutez, c'est un petit peu trop grave pour moi. Je pense que vous avez besoin d'un suivi psychiatrique, vous avez besoin de médicaments. Vous n'allez pas vous en sortir sans médicaments. Quand on dit ça, ou quand on entend ça quand on a 15 ans, je peux vous dire que ça secoue. Bon, j'étais quand même assez réaliste, j'avais bien conscience d'aller mal puisque c'est moi qui avais été chercher de l'aide. Mais du coup, je me dis flûte, je vais chercher de l'aide et la manière dont je suis récompensée pour me sortir les doigts et aller chercher de l'aide, c'est qu'on me dise qu'il faut que je prenne des médicaments. Bon, si la psychologue de toute façon ne voulait plus me suivre parce qu'elle pensait que c'était trop grave pour elle, du coup j'ai au moins accepté son conseil d'aller voir un psychiatre cette fois. Pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, une des différences entre le psychologue et le psychiatre, c'est que le psychologue n'est pas habilité à délivrer des ordonnances
pour des médicaments du type, je ne sais pas, enfin des médicaments pour les troubles de la santé mentale. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, si un patient a besoin de médicaments, il devra passer, entre autres, par un psychiatre. Donc, j'ai été voir un psychiatre que j'ai consulté pendant 2 ans, je crois. Ouais, même 2 ans et demi, en fait, tout le reste de mon lycée. C'était une personne qui pratiquait plutôt la psychanalyse et très rapidement, elle a posé un diagnostic de bipolarité. À l'époque, on disait maniaco-dépressive, donc elle m'a diagnostiqué maniaco-dépressive avec des tendances suicidaires. Et elle a en effet suggéré que je suive un traitement médicamenteux. Alors, à l'époque, c'était dans les années 90, fin 90, la bipolarité, la maniaco-dépression, quand on entendait que quelqu'un est maniaco-dépressif ou quand on vous disait à vous, ado, que vous êtes maniaco-dépressif, pour moi, dans ma tête, j'étais malade mentale. Donc, c'est vrai que la logique aurait voulu que je prenne des médicaments. Si je suis malade, je prends des médicaments pour me soigner. Sauf que j'étais aussi une tête de mule et que du coup, j'ai refusé les médicaments. J'ai refusé les médicaments tout simplement parce que ma logique de l'époque et avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était complètement absurde si le diagnostic avait été correct. Ma logique de l'époque, c'était bon, ça va, j'ai 15-16 ans, je ne vais pas commencer à prendre des médicaments tout de suite à cet âge-là pour être un cadavre ambulant le reste de ma vie, en fait. Si je veux continuer à vivre, il faut que j'arrive à trouver en moi les ressources et la force nécessaires pour réussir à avancer jusqu'au jour où la vie me sourira. Donc j'ai refusé les médicaments. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, avec les connaissances qu'on a de la neurodivergence et des maladies mentales, de la santé mentale, euh, très souvent, les femmes, jusqu'à présent, peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a des tests vraiment bien établis pour diagnostiquer le TDAH, mais très souvent, des femmes qui avaient un TDAH étaient diagnostiquées à tort bipolaires. En fait, dans le cercle, on va dire, des neurodivergences, la bipolarité et le TDAH sont très proches et ont des symptômes qui peuvent se ressembler. Et donc, la confusion était très souvent faite dans le passé. Voilà. Maintenant, si elle avait été sûre à 200% de son diagnostic, elle aurait dû renforcer, voire obliger la médicamentation, puisque la bipolarité, c'est un trouble de neurodivergence au même titre que le TDAH. Et donc, il faut rééquilibrer j'ai perdu le mot, des hormones au niveau du cerveau, faire la balance pour essayer de lisser le plus possible le trouble de la bipolarité. Du coup, bon, là, petite question. J'ai fréquenté donc cette psy pendant plusieurs années. Il y a quand même des choses qui en sont ressorties, pas toutes positives, mais il y a des choses qui sont ressorties. J'ai continué d'avancer. Ça, c'était fin des années 90. En 2007, entre 2007 et 2010, en Irlande, j'ai fait une thérapie comportementale cognitive, une TCC, qui a été absolument magique. Alors magique, c'est peut-être pas le mot adapté parce que j'ai quand même vachement bossé lors de cette thérapie. J'ai fait énormément de travail sur moi-même, mais c'est clairement ce qui m'a sauvée. C'est la TCC qui a vraiment complètement transformé ma vision du monde, ma vision des choses, ma compréhension de la société, ma compréhension de ma relation aux autres, la relation des autres à moi, la communication, etc. Enfin, je sais pas, ça a vraiment été un révélateur. Et j'ai quand même fait 3 ans de thérapie comportementale cognitive pendant lesquelles j'ai travaillé sur les distorsions cognitives. À côté de ça, du coup, puisque aussi j'étais partie vivre en Irlande, j'étais dans un nouvel environnement, j'étais dans une entreprise où ça se passait beaucoup mieux que tous les jobs que j'avais faits jusqu'alors en France. J'ai réussi à évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, il y a eu un petit peu une espèce de... Les astres se sont mis en place pour m'aider dans cette démarche. Et donc là, on était entre 2007 et 2010, ça faisait déjà 10 ans que j'avais entamé ce chemin de développement personnel. Mais lors de cette thérapie, qui était pourtant faite avec une thérapeute spécialisée dans les thérapies comportementales cognitives, à aucun moment le trouble du TDAH n'a été évoqué. Encore, on parlait de dépression. 2018, suite à plusieurs fausses couches, j'ai eu besoin de
refaire un petit peu, de refaire le point, de réfléchir sur voilà, quel serait l'avenir si jamais j'arrivais pas à avoir d'enfant, puisqu'à l'époque c'était le projet que nous avions avec mon compagnon. Plusieurs fausses couches, ça abîme un petit peu aussi quand même. C'est quand même un moment dur à passer. Cette vidéo, elle est sur faire le deuil. Bah, quand on a des fausses couches, ce sont des deuils qu'on fait à chaque fois, le deuil de la maternité, le deuil de ce que l'enfant aurait pu être, la relation que nous aurions pu avoir, etc. Donc, c'était une période assez violente. Et du coup, de nouveau, j'ai fait appel à un thérapeute. Cette fois, c'était une thérapeute française qui s'est formée à la psychanalyse. Donc, on était plutôt sur de la psychanalyse. Et j'ai beaucoup travaillé sur la colère, la relation avec mes parents, avec ma mère, etc., etc. Mais encore une fois, non, rien sur la neurodivergence, du tout. Et puis plus récemment, en octobre 2024, j'ai de nouveau eu besoin d'aller consulter pour travailler sur l'anxiété, sur l'angoisse, parce que j'ai une manière d'exprimer mon angoisse qui est assez pénible, qui est en fait, chez moi, un truc qui réveille l'angoisse, c'est de partir en voyage, en vacances. Je rigole parce que c'est trop bête, c'est chiant, c'est con, mais c'est comme ça. Et après des vacances un petit peu gâchées, j'ai repris rendez-vous avec une thérapeute pour essayer de continuer, de recommencer le travail sur l'anxiété, pour ne pas systématiquement que toutes mes vacances soient gâchées, parce que bon, c'est un peu pénible quand même de payer quelques milliers d'euros pour partir à l'étranger, pour se relaxer et de revenir en pire état que quand on est parti finalement. Après, vous me direz, on n'est pas obligé de prendre des vacances, hein, après tout. Si on est bien chez soi, on peut rester chez soi, hein. Bon, moi j'habite en Irlande, donc de temps en temps, aller chercher un peu de soleil, ça fait du bien. Bref, et donc il a fallu que je tombe sur cette thérapeute, hein, que j'ai trouvée dans l'annuaire, en fait, sur internet, près de chez moi, tout simplement, Google Maps, merci. Et elle est spécialisée dans la neurodivergence, dans la neurodiversité. Et du coup, moi, ça faisait quand même 2 ans que ça me travaillait cette histoire de TDAH, parce que ça fait 2 ans que ma fille, elle est à l'école, ou en maternelle en tout cas, et que du coup, j'ai vu certains de ses petits copains qui ont commencé à être suivis, ont commencé à avoir des diagnostics, et puis je voyais des similarités entre ma fille et ces petits copains-là, et je voyais des différences entre ma fille et d'autres petits copains qui sont neurotypiques. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au TDAH pour elle, j'ai vu que c'était quelque chose d'héréditaire, et j'ai vu surtout que je cochais énormément de cases. Et donc, finalement, quand j'étais voir cette thérapeute, on a assez rapidement discuté du TDAH, parce que l'anxiété peut être aussi, le trouble de l'anxiété peut être une comorbidité du TDAH. Et très rapidement, elle m'a dit, bon, Mathilde, va falloir faire le test si vous voulez être sûre à 100%. Elle me dit, moi, je pense que oui, vous cochez beaucoup, beaucoup de cases, hein, mais si vous voulez être sûr à 100%, il n'y a qu'une manière, c'est de faire le test. Et donc, j'ai fait mon diagnostic. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que j'étais en colère, en fait. Quand j'ai eu le diagnostic, j'étais pas surprise. Encore une fois, ça faisait 2 ans que j'y pensais, que je me disais, ce serait bien que je l'aie pour en avoir le cœur net, mais à quoi ça va me servir d'en avoir le cœur net? Ok, ça me permettra de savoir que très possiblement ma fille a un TDAH, et donc ça va me permettre d'ajuster en fait mes réactions vis-à-vis d'elle, de briefer un petit peu mon compagnon, ses grands-parents, etc., pour qu'ils soient vigilants dans la manière dont ils réagissent quand elle peut avoir parfois peut-être des réactions qui nous semblent exagérées. Mais moi, à quoi ça va me servir de le savoir pour moi, en fait? Eh ben, ça m'a servi pour être en colère, parce que j'étais en colère, et maintenant que je fais cette vidéo, ça remonte un petit peu. Ouais, je suis en colère. Je suis en colère parce que, encore une fois, j'avais 15 ans quand j'ai été chercher de l'aide, et que je me dis, putain, mais si la psy que j'ai vue quand j'avais 15 ans avait eu ce diagnostic, avait mis le doigt sur ce diagnostic, oui, ma vie aurait été différente. Ma vie aurait forcément été différente.
Parce que quand je vais voir cette psy à l'âge de 15 ans, je suis en difficulté dans ma famille. Je me sens pas du tout à ma place. Enfin, en gros, je me sens à ma place nulle part de toute façon. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans les activités sportives que j'essaye de faire, que ce soit dans la classe où j'étais bullied, j'étais pas harcelée de la manière dont on peut être aujourd'hui parce que dans les années 90, fin 90, on avait la chance que les réseaux sociaux n'existaient pas. Du coup, le harcèlement ou les moqueries, voilà, la méchanceté restait à l'école. Mais enfin, je passais quand même un très très mauvais moment à l'école tous les jours. Et puis j'étais complètement paumée. L'école, je m'ennuyais, mais d'une force. Voilà, c'était pas du tout mon truc. Le sport, c'était pas du tout mon truc. Je commençais une activité, au bout de 6 mois, ça me gonflait, j'avais envie de passer à autre chose, mais non, puisque mes parents m'avaient inscrit pour l'année, il fallait absolument faire ça. Hem, Mes parents insistaient sur passe ton bac d'abord, passe ton bac d'abord. Mais oui, mais en fait, c'est pas que j'avais pas les capacités de l'avoir ce bac. Je l'ai eu du premier coup, on s'en fout. C'est pas ça. C'est que c'était hyper violent pour moi de devoir aller à l'école tous les jours, d'être assise sur un banc où on parlait de trucs, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le diagnostic, ça explique tellement de choses, c'est assez hallucinant et en fait, on va avoir tendance à reprendre chaque épisode de notre vie, chaque chose qui s'est mal passée, chaque mot peut-être, ou situation dans lesquelles on a pu se mettre en danger ou avoir une réaction, qui était complètement inadéquate pour l'instant, hem et en fait, on a tendance à se refaire tout le film et se dire: «Putain, mais merde quoi! Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, est-ce que j'aurais été aux Beaux-Arts? Ou alors j'aurais été aux Beaux-Arts, mais quand m'est venue l'idée d'arrêter parce que je pensais que j'allais pas être à la hauteur, et cetera, je me serais peut-être dit: «Bah, c'est mon TDAH qui parle. Alors accroche-toi parce que oui, tu peux le faire, oui, tu le mérites». Bref, après les Beaux-Arts, je suis partie en fac. Mais quelle idée d'aller en fac de philo quand on a un TDAH! C'est juste forcément, c'était voué à l'échec. Donc en fait, ouais, ouais, ça met en colère. Mais du coup, si on revient au sujet de la vidéo, c'est il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de tout ça parce que ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. On ne peut pas, quand on a un diagnostic à 25, 30, 40, 50, 60 ans, on ne peut pas revenir en arrière sur tout ce qui a été fait, sur tout ce qui a été dit, sur ce qui aurait pu être fait, sur ce qui aurait pu être dit. C'est trop tard. C'est trop tard. Et donc il faut l'accepter, tout simplement. Il faut accepter que c'est comme ça et se dire que: «OK, c'est comme ça, en effet, ma vie, elle aurait pu être complètement différente. Si j'avais eu les clés, j'aurais forcément fait les choses différemment. Mais aujourd'hui dans ma vie, je suis où?» Posez-vous la question. Vous êtes où aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien dans vos baskets? Si oui, bah, c'est chouette, vous avez réussi. Si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, alors qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui? Sur quoi est-ce que vous pouvez commencer à travailler dès maintenant pour que les 20, 30, 40, 50 années qu'il vous reste à vivre, vous les viviez de manière qualitative? Posez-vous ces questions. Revenir sur ce qui aurait pu être fait, ça ne sert à rien. Peut-être que on peut remplacer la colère par de la compréhension envers soi-même. Par exemple, j'ai honte. Je suis partie vivre en Espagne fin 2010. J'ai été vivre à Barcelone quelques mois et quand je vivais à Barcelone, je travaillais dans une centrale téléphonique pour un prestataire internet pour, des grosses sociétés. Donc c'était des contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, bon, comme mon cerveau va très vite, il faut l'occuper. Les dossiers, c'est quand même un peu chiant, soyons honnêtes. Et du coup, j'étais en train de chatter sur espèce de MSN pour les petits jeunes qui connaîtraient pas MSN. MSN, c'est un peu comme Skype. Ah, pardon, pour ceux qui connaîtraient pas Skype. C'est un peu comme Messenger. Voilà, Messenger ou WhatsApp. Mais on l'avait sur notre ordinateur. C'était une messagerie interne au boulot. Et donc, on était en train de chatter. Et puis, je sais pas, bon, à l'époque, j'avais 30 ans. Et j'ai écrit à mon collègue, je ne sais plus pour quelle raison, mais tu pues du cul. Et je ne sais pas pourquoi je me suis embrouillée dans mes CTRL-C, CTRL-V, et ce qui fait que j'ai fini par envoyer un rapport à un client avec «tu pues du cul». Je l'ai relu mon rapport, bah bien sûr que je l'ai relu mon rapport.
mais j'ai dû sauter une ligne. Bon, voilà, je me suis fait accueillir quand même. L'entreprise a perdu un contrat à 400 000 € et moi, j'ai perdu mon job. Aujourd'hui, j'en rigole. Sur le coup, ça a été super violent parce que vraiment la honte de ma vie, hein, quand même. Voilà. Et du coup, le fait aujourd'hui de savoir que j'ai un TDAH, j'ai toujours super honte de ce que j'ai fait. Je me dis: «OK, bon, il y a une explication. Je suis pas juste complètement bête. Il y a une explication». Et ça fait du bien, je trouve, de chercher non pas les excuses parce que de toute façon, ce qui est fait est fait, c'est trop tard. Je veux dire, voilà, je suis passée à autre chose, mais d'avoir des explications pour pourquoi pas se pardonner ou relativiser des choses, des événements qui se sont passés. Encore une fois, la fac de philo. Je ne sais pas si vous avez fait des longues études, si vous êtes passé par le cursus universitaire, mais sachant maintenant que j'ai un TDAH et voyant comment je fonctionne aujourd'hui, comment je suis capable d'apprendre plein de trucs, à condition que ça m'intéresse, à condition que ce soit interactif, à condition que je puisse gribouiller en même temps, la fac, c'était forcément perdu d'avance. Forcément que ça allait pas le faire. Pas du tout d'interaction avec le prof, pas la possibilité de poser des questions. En plus, en philo, il y a quand même des histoires de concepts, de machins, de trucs. Si tu comprends pas, que tu peux pas poser la question pour avoir des explications, forcément que ça allait pas le faire. Et du coup, c'est ça. Si vous êtes pas bien là où vous êtes aujourd'hui, eh bien, posez-vous la question de par quelle toute petite chose je peux commencer à changer. Qu'est-ce que je peux commencer à changer dans ma vie aujourd'hui pour essayer de vivre mieux dans les prochaines années? Est-ce que ça va être du développement personnel, travailler sur les distorsions cognitives? Est-ce que ça va être changer de job? Est-ce que ça va être essayer de mettre de l'argent de côté pendant les 6 prochains mois pour pouvoir derrière prendre le temps d'essayer de monter mon business parce que être employé, ça ne me convient pas du tout. Ben voilà, vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Ça peut être vraiment des petites choses. Mais en effet, qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui? Je vois que je parle beaucoup. Bah oui, je suis comme ça. Vous aussi, je suppose, hein, quand vous êtes inspiré, voilà, envolée lyrique. Euh, le deuxième deuil qu'il est important de faire, pas forcément pour exactement les mêmes raisons, mais c'est important d'accepter. D'accepter qui on est, d'accepter comme on est et d'accepter nos possibilités, nos capacités, nos limites. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes maman et que vous avez un TDAH, peut-être que vous vous rendez compte que le TDAH fait que vous ne pouvez pas être la maman que vous auriez aimé être. Peut-être parce que parfois vous manquez de patience. Peut-être parce que vous êtes désorganisé. Peut-être parce que vous arrivez tous les matins ou les enfants arrivent tous les matins en retard à l'école. Peu importe. C'est possible. Être maman, en 2025, avec toutes les injonctions que la société a à l'égard des mamans, c'est compliqué. Être maman avec un TDAH, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo niveau expert les yeux bandés. C'est extrêmement compliqué. Donc, déjà, vous pouvez être fier de ce que vous faites au quotidien, première chose. Se dire: «Ah, j'aurais aimé être comme ça avec mes enfants, mais j'y arrive pas. Oh, j'aurais aimé faire ci, mais c'est trop dur, j'aurais aimé faire ça». Je comprends, je comprends. Moi, il y a des choses que j'aurais adoré pouvoir faire ou que j'aimerais pouvoir faire avec ma fille et que pour, des raisons, je ne peux pas. Ma fille, par exemple, elle adore tout ce qui est jeux vidéo et cetera. Elle nous tanne, elle adorerait aller, dans un parc d'attractions de Mario, Super Mario. J'adorerais pouvoir l'emmener dans un parc d'attractions Super Mario. Bon, déjà, il faudrait qu'on économise quelques années, mais en soi, les finances, voilà, on économiserait, on ferait le nécessaire, on se débrouillerait. Mais en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas monter dans un avion pour je ne sais pas combien d'heures de vol pour aller en Floride ou au Japon avec une escale. Si on va au Japon, ce serait une escale, je ne sais pas où, à Dubaï ou Singapour, dans les plus grands aéroports du monde, avec plein de gens partout, pour arriver dans un pays, que ce soit les États-Unis ou le Japon, où il y a des gratte-ciels, où il y a des gens partout qui parlent beaucoup, qui bougent, il y a du bruit, il y a des lumières. J'ai
dit à ma fille, alors je lui ai pas expliqué parce que j'ai un petit peu honte, hein, et puis surtout, je veux pas qu'elle croie que parce que moi je suis comme ça, elle sera comme ça aussi. Je veux lui laisser la chance d'expérimenter, etc. Mais je lui ai expliqué que c'est le genre de voyage qu'elle pourra faire quand elle sera un petit peu plus grande, un petit peu plus indépendante, etc. Mais bon, j'ai mis ça sous le coup de l'aspect financier, que pour le moment, nous, on n'avait pas les moyens de partir en Floride ou au Japon à trois pour quelques jours pour aller dans un parc d'attractions, qu'on préférait aller dans un camping en France pour 15 jours. Mais ça me ronge parce que j'adorerais pouvoir faire ça avec ma fille, forcément. Quand il y a un truc qui fait plaisir à nos enfants, le fait d'être là, de partager avec eux un moment où ils ont les yeux grands ouverts, ça brille, c'est magique, hein. Mais je sais que je ne le ferai pas. Je n'en suis pas capable. Alors, peut-être que dans quelques années, j'en serai capable, peut-être. Mais pour l'instant, j'en suis absolument pas capable. Et donc ça fait partie des choses dont j'ai fait mon deuil. Est-ce que je culpabilise? Non, je ne culpabilise pas. Parce que il y a peut-être des choses que je ne pourrais pas faire avec ma fille à cause du TDAH. Il y a sûrement des choses que je ne pourrais pas faire. Mais il y a aussi plein de choses que je fais avec elle que peut-être des parents neurotypiques ne pensent pas à faire. Parce que dans le TDAH, il y a aussi un petit peu parfois de spontanéité, c'est bon, ça me fait chier, ça fait 3 jours qu'il pleut, il y en a marre, on est enfermé. Bah, tu sais quoi? Tu vas mettre tes bottes, ton pantalon de pluie, ton kawaii, et on va courir d'arbre en arbre pour aller s'abriter. Et puis si on voit des flaques, eh ben, tu sautes le plus fort possible. Tu sautes dedans pour éclabousser toute la rue. Voilà, ça c'est des choses qu'on fait. On fait des activités, vous pouvez voir derrière, hop, youp, là. On fait de la peinture, elle a le droit de peindre sur des toiles. Voilà, autre chose. Je peux vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons des fourmis. Voilà, on a des fourmis à la maison. On a été au magasin chercher une boîte exprès, après avec comment on dit en français, clay. Euh, Bon, avec de la pâte qui sert à faire la poterie. Je suis désolée, j'ai complètement perdu le mot en français. On a fait un petit abreuvoir, un petit mangeoire, etc. On a été chercher des vers de terre pour mettre dans la terre. On a été chercher les fourmis pour les mettre dedans, etc. On les regarde ensemble. Le matin, on s'assure qu'elles sont encore en vie. Voilà, ça, c'est des trucs que je fais avec ma fille que certains parents ne font pas. Donc, oui, il y a des trucs que vous pourrez pas faire avec vos enfants, où il y a des fois vous perdrez votre patience, mais c'est pas grave, hein. Perdre sa patience aussi, c'est prouver aux enfants, leur montrer que on est tous humains et que en fait, c'est OK, tu as le droit d'avoir tes humeurs de temps en temps. Après, suivant ce qui s'est passé exactement, bah, si on perd notre patience, on a le droit de s'excuser. Et donc ça montre aux enfants que c'est aussi OK parfois de péter un plomb et puis après d'aller discuter, de s'excuser, d'essayer que l'autre comprenne ce qui s'est passé dans nos têtes, etc. Donc vous avez une grande chance. C'est peut-être pas approprié, mais votre TDAH va faire que vous ne serez pas la mère que vous auriez aimé être. C'est sûr, il y a des choses, il y a des moments, ça va bloquer, etc. Mais d'un autre côté, le fait que vous-même, vous ayez ce TDAH, que vous êtes au courant de certaines choses, que vous êtes sensibilisé à la neurodiversité, à la neurodivergence, que votre enfant soit neurodivergent ou neurotypique, c'est forcément un plus. Vous lui parlerez peut-être de pleine conscience, de développement personnel, d'empathie, d'apprendre à se comprendre, de prendre du temps pour soi, de réfléchir sur ses idées, de réfléchir sur des choses, de réfléchir sur comment l'autre se sent, etc. Et ça, c'est une richesse énorme. Enfin, c'est mon point de vue, hein, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, je suis pas désolée, puisqu'après tout, ça m'a fait du bien de parler, donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez aimé, peut-être partager à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Je vous rappelle, pour mes livres, je vous mets les liens dans la description. Ils sont tous les deux disponibles sur Amazon. Je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée.